Non. Du centre d'accueil des Français d'Indochine. Alors moi je m'appelle André Forger. Actuellement bon, je suis aussi l'adjoint au maire en charge donc, des finances de la commune. Mais surtout, en ce lieu, je suis un enfant du CAFI. Alors je ne suis pas né ici au CAFI ni en France, je suis né au Vietnam. Je suis né en 1963 au Vietnam, à Saigon. Et notre famille est arrivée ici au CAFI dans les derniers arrivés à peu près, en 1964. Bonjour Jérémy. Salut Orlan. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Quel est ton métier? Quelles sont tes passions? Donc je m'appelle Jérémy Fouquet, j'ai grandi à Sainte-Livrade-sur-Lot, au CAFI, ici présent. Et je vis entre Paris et ici, un peu moitié-moitié, parce que je suis intermittent du spectacle, du coup j'ai pas mal de temps libre. Et je suis styliste, costumier sur des tournages de films, séries, cinéma, télé, pub, un peu de théâtre. Et mes passions, c'est la musique, la danse, les voyages, et les gens, la vie, l'amour. Et pas mal de trucs. J'étais petit, alors je suis arrivé ici. Alors pourquoi Sainte-Livrade, pourquoi le CAFI? Alors il faut revenir un peu plus loin en arrière, avec la période de colonisation donc, du Vietnam, de l'Indochine française à l'époque, et donc de la défaite notamment de la bataille de Dien Bien Phu, où l'armée française donc, s'est retirée donc, du conflit vietnamien, et en même temps donc, il fallait rapatrier pratiquement beaucoup de ressortissants français. De la société française. Les soldats français là-bas avaient des compagnes, se sont mariés avec des Vietnamiennes à qui ils ont donné donc, leur nationalité et à la naissance donc des enfants également qui sont nés donc, de la société française, tel que moi par exemple. Donc, je suis né, donc j'avais un grand-père qui était militaire, c'est un artilleur du corps expéditionnaire en Indochine, du 5e régiment d'artillerie, je crois, si je me rappelle bien. Et donc, je suis français de par mon grand-père qui était militaire français. Voilà. Donc, le rapatriement s'est fait donc, sur plusieurs années. Sainte-Livrade a été choisi parce que c'était le seul lieu dans le Lot-et-Garonne qui pouvait accueillir une population de plus de 1500 personnes. Et c'est ce qui était le cas avec beaucoup d'enfants. Sur les 1500, il y avait pratiquement presque 800 ou 900 enfants. En plus, les gens d'ici, ils étaient traumatisés de leur arrivée ici. Et les mamies, elles parlaient pas français et elles avaient, je sais pas, elles ont tout perdu quoi. Et surtout, elles avaient beaucoup d'enfants. On n'était pas, comment dire, enfermés, mais on était en vase clos. C'était un ancien camp militaire, comme ici. Si on revient un peu plus loin, ce camp a été construit pour une poudrière notamment, hein, sur le Villeneuvois, hein, parce que il était question donc de faire une grosse poudrière ici, qui n'a jamais vu le jour réellement. Hein, des bâtiments ont été construits, et ces bâtiments-là ont été construits également pour loger donc, toute la population qui venait travailler pour la poudrerie. C'était des réfugiés espagnols, des requis vietnamiens également. Il y a eu plusieurs vagues d'arrivée de Vietnamiens ici en France. Hein. Il y a eu les requis, notamment juste avant la guerre. Donc ils réquisitionnaient dans les campagnes des personnes, notamment des hommes, pour venir travailler ici en France. Donc il y a eu des requis. Et puis la deuxième vague, c'était nous, donc les Français rapatriés d'Indochine. Et il y a eu encore une troisième vague dans les années 70, après la chute de Saigon, où il y a eu la fuite avec des boat people qui ont fui également le régime communiste. À ton avis, comment tes parents ont vécu la vie au CAFI? Quel regard toi tu portes? Je pense que mon père, vu que c'est la deuxième génération, c'est pas celle qui a le plus chargé, c'est plutôt la première génération et surtout les femmes, les mamies. Donc lui, il a fait partie d'une vague où il y avait du monde,
il y avait des possibilités de plein de trucs où à cette époque-là, il y avait du travail. On pouvait, ils montaient à Paris, comme ils disaient tous, hein, il y avait, ouais, il suffisait de frapper à la porte d'un employeur et tu pouvais changer de boulot du jour au lendemain, sans CV, sans rien. Vous voyez donc ici, en relief, au milieu, vous avez le café tel qu'il était à l'époque. Avec le château d'eau, c'est en s'oriente bien, qui est ici, vous avez encore derrière, et les bâtiments d'habitation. Les bâtiments d'habitation, ils étaient par groupe de 4 chaque fois. Nous, on appelait ça, c'était nos quartiers. Généralement, on ne sortait pas de nos quartiers. On restait dans le quartier. Et aussi, ils étaient nombreux. Je pense qu'il y avait une force de communauté, ils étaient hyper nombreux. Et Quand on est dans l'autre, on allait dans le quartier des ennemis. Voilà. Bon, c'était sympathique, c'était gentil, hein, c'était des termes d'enfants. Hein, quand on disait ça. C'était pas la guerre entre nous, loin de là. Et donc, c'était par quartier. c'était militarisé et tout a été fait pour qu'on abandonne notre culture, quoi. Oui. Et ils ont réussi. Oui. Ils ont bien réussi, quoi. Il y avait le dispensaire, il y avait les locaux administratifs, il y avait les logements d'ailleurs qui étaient de meilleure qualité pour l'administration, le directeur donc, de l'époque, la direction, ou les employés administratifs, qui n'étaient pas tout le temps des rapatriés d'Indochine, mais d'ailleurs même la direction était souvent des anciens militaires, des anciens marins, qui dirigeaient donc le CAFI. Voilà. Donc c'était plutôt des bâtiments plus administratifs que des bâtiments d'habitation, même si ce bâtiment-là effectivement était habité, mais toujours pas d'administration, des gens d'administration. Et le premier, il est, c'est pareil. Le camp, quand ils sont arrivés, ils étaient encadrés par comment dire, une administration coloniale, clairement, avec comment ça s'appelle, des missionnaires, un directeur qui était des anciens militaires et qui était d'ailleurs peut-être encore militaire ici. Du coup, tout était carré avec un couvre-feu. Et les logements, dans chaque bâtiment, vous avez des logements il y avait 3 types de logements. Vous avez des 2 pièces, des 3 pièces ou des 4 pièces. Moi, par exemple, nous étions 6 enfants et notre maman. On était dans un 4 pièces. Donc, une pièce commune et 3 chambres. La chambre de maman et 2 autres chambres qu'on se partageait à 6. Donc, elles n'étaient pas très grandes. Hein. Donc, elles étaient un peu entassées. Et notre seul mode de chauffage à l'époque, c'était un poêle à charbon. Et il y avait une distribution de charbon une fois par semaine ici, au CAFI, pour chaque famille qui venait chercher et faire recevoir son sac de charbon pour se chauffer. Et après, avec le temps, les choses se sont améliorées. Enfin, chacun s'est amélioré son petit confort de façon autonome, avec des poêles à mazout après, des radiateurs électriques pour certains. Voilà. Donc, voilà. Mais ça a toujours été un peu le système D ici. Voilà. Donc on avait des toilettes à l'extérieur. On n'avait pas de douche non plus dans les logements. On avait un bâtiment qui abritait des douches collectives qui était ici. Sauf ce bâtiment a brûlé dans les années 80 et n'a jamais été reconstruit. C'est là qu'on s'est retrouvé un peu démunis, ne plus avoir en fait de douche, d'endroit pour aller se doucher 2 fois par semaine, parce que c'était ouvert que le mercredi et le samedi après-midi, on pouvait aller se doucher. Et quand ce bâtiment a brûlé, on ne nous a jamais reconstruit de douche. C'est là qu'il a fallu se débrouiller soi-même, chaque famille, à se construire son bac à douche à l'intérieur du logement, avec un chauffe-eau, voire des fois c'était à l'extérieur du logement. Souvent attenant, mais si on le voit ici, attenant au bâtiment, il y avait une petite cabane en tôle. C'était un peu un débarras. Ben, chez nous, dans ma famille, chez moi, ben, on avait construit notre douche dans ce petit baraquement en tôle qui était très bas. Mais on se mettait accroupi pour se doucher avec juste une porte de douche, voilà, hiver comme été. Voilà, donc chacun s'est débrouillé un peu comme il pouvait pour pouvoir se laver. Sans ça, on n'avait plus de douche. Voilà. Comment tu as fait pour travailler dans le costume, quel est le parcours? Alors c'est marrant parce que ça vient d'ici, moi j'ai pas choisi du tout. Bon déjà j'adorais la fringue depuis tout petit. Je me faisais chier au niveau des vêtements, dans ce qui se passait ici. Parce qu'en plus avant il n'y avait pas internet. Heureusement aussi parce que fallait que je parte un peu dans des délires créatifs avec la machine à coudre qu'il y avait chez ma mère et les bases qu'elle m'avait données et tous les bouts de tissu que je pouvais réunir. Je faisais un peu des
des trucs un peu farfelus pour moi. Donc ouais, j'aimais ça. Les personnages que vous avez ici, donc c'est des personnages enfin, sont des scènes de vie hein, qui se passaient au CAFI. On vivait beaucoup dehors parce qu'au CAFI, en fait, les bâtiments étaient très mal isolés, que ce soit en hiver comme en été. En hiver, il faisait très froid. On était genre 300 à l'année ici. Et c'était triste ici. À l'année, bon, il faisait froid, c'était hyper humide parce qu'il y a le lot juste à côté. Il n'y avait pas vraiment grand chose à faire. Et bon, à part des conneries. Et en été, il faisait très chaud. Donc en été, on était beaucoup plus dehors qu'à l'intérieur. Et nos mamans nous faisaient souvent manger à l'extérieur aussi. Très peu à l'intérieur. J'ai des images de mamans ou de dames du CAFI qui coupaient la viande sur leur planche en bois, sur leur petit tabouret, qui coupaient la viande et qui le faisaient cuire sur place, hein, ou le poisson. Et plein de choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ils n'avaient pas le droit, ils avaient pas le droit de posséder par exemple un frigo, une télé ou une voiture parce que c'était ce qu'ils appelaient l'arrêté Morlot. Donc Morlot, je crois que c'était un ministre de l'époque qui avait sorti cet arrêté qui restreignait certaines choses au niveau de la vie du CAFI. En fait, à partir du moment où vous aviez les moyens de vivre ailleurs, il fallait que vous quittiez le CAFI. Donc tout signe extérieur de richesse pouvait amener à une expulsion du CAFI. Ça veut dire que fallait qu'ils s'en sortent par eux-mêmes, mais en même temps, ils n'avaient pas le droit de posséder des choses qui étaient assez simples à l'époque, comme un frigo ou une télé. Parce que s'ils possédaient ces choses-là, bah, ça leur donnait le droit à eux, l'administration coloniale de l'époque, de les virer. D'ailleurs, les premières télévisions, elles étaient cachées. Les antennes n'étaient pas sous les toits, elles étaient sous les toits. Pour pas que ça se sache qu'on avait une maison, qu'on avait une antenne, une télévision à la maison. Et donc, les télévisions étaient cachées dans des armoires pour pas que la direction du CAFI sache qu'on en possédait une, de peur d'être expulsé. C'était aussi un moyen de contrôler, de maîtriser cette population-là qui, je pense à l'époque, c'était un peu test, quoi. Ils savaient pas quoi en foutre de ces gens-là. Ils les ont accueillis, mais ils avaient aucune expérience. Et en plus, c'était des sous-races, quoi. Donc il fallait les parquer ici et temporiser tous les... Parce qu'il y avait des gens qui essayaient de se réveiller et de manifester et de dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Eux, ils se battaient pour leurs droits et l'administration se battait pour temporiser et que les gens n'aient pas trop de droits, quoi. Donc c'était le combat entre eux. La commune voulait faire un bassin de rétention d'eau, un peu comme celui-ci qui a été fait ici, le faire là-bas. Et là, il y a eu un tollé, tout le monde s'est manifesté contre, parce qu'on enlevait un symbole du CAFI par rapport à notre jeunesse, notre vie là-bas, de vouloir garder ce terrain, et ça aurait pu être sympa. D'ailleurs, la mairie avait à l'époque argumenté sur le côté, esthétique de la chose, mais c'était plus le terrain de foot. C'était pas la même chose du tout. Ouais. Donc, ça a été abandonné, le bassin de rétention d'eau a été fait à un autre endroit. Est-ce que tu penses pas que ça fait aussi partie de la culture vietnamienne de justement ne pas faire de vagues? Bah ouais, ce qui paraît. Subir sans rien dire. C'est vrai qu'il y a un truc, ouais, chez les Asiatiques en général. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler de... En France, on dit les Noirs et les Arabes, et on dit oui, les Asiatiques se sont bien intégrés. En fait, bien intégré, ça veut dire quoi? Ça veut dire fermer sa gueule, quoi, et prendre sur soi. Donc ouais, ils se sont bien intégrés, hein. Ils se sont tus. Et la France sont contents de ça. Après, peut-être que c'est bien aussi, parce que comme ça, quand on se balade, on subit moins le racisme que les Arabes et que les Noirs. Donc, ouais. Beaucoup de choses faisaient que les gens sont restés ici malgré les difficultés, parce que c'était la peur de se retrouver un peu à la rue. Moi, je rêvais de déménager quand j'étais petit, de partir d'ici. Et pourquoi? Parce que tu te sentais vraiment très isolé? Ouais, je sentais qu'il y avait
bah, tout le monde déménageait, tout le monde vivait des trucs et nous on stagnait ici et on avait accès à rien quoi. Parce que ceux qui étaient ici, bah, c'était ceux qui n'avaient pas de thunes et c'était la facilité avec on n'avait pas de loyer, il n'y avait pas de loyer, pas d'eau à payer donc bon, ça faisait que vraiment les cas sociaux qui restaient ici. Même s'ils étaient problématiques et qu'il y avait de la violence, mais il y avait aussi tellement de choses marrantes et sorties de nulle part et incongrues. Enfin, et la folie, quoi, la folie dans toute sa splendeur. Parce que ici, moi, je le décris toujours comme un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, quoi. Parce que ça laissait place à... Les gens, ils pouvaient vivre ici et être fous. Parce qu'ils n'avaient pas de loyer à payer, ils n'avaient pas d'eau à payer. Ça fait que avec un RSA ou la Coterep ou quoi, ben, les gens, ils étaient ici. Et ils étaient entre eux et tout le monde se comprenait. Alors, on avait une vie ici, comment dire, communautaire, hein, très communautaire, quand on était vraiment entre nous. Moi, j'en ai pas vraiment gardé de mauvais souvenirs. Il y en a des fois je dirais, des fois, j'ai certains aînés qui ont tendance à faire un peu du miséralisme. Oui, les conditions de vie étaient difficiles, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les conditions de vie n'étaient pas plus difficiles qu'ailleurs dans les campagnes françaises dans les années 50-60. Donc, les personnes sont restées ici au CAFI, se sont refait notre vie, nous sommes refait notre vie ici, notre propre communauté. Et je dirais même maintenant, heureusement, c'est grâce à ça qu'on a pu préserver également nos coutumes, notre mode de vie, notre cuisine, nos traditions. Si nous avons été éparpillés très rapidement un peu partout dans la nature, on aurait perdu tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie au CAFI? Quelle est ton expérience? Beaucoup un peu de tout, des fous rires comme des larmes. Je ne saurais pas dire le plus ou le moins. Mais l'hiver, c'était un peu dur ici, parce qu'on n'était pas beaucoup. Du coup, on attendait vraiment toutes les familles qui revenaient l'été pour surpeupler et ramener du neuf des grandes villes et d'autres choses, comme la mode, comme la musique, ouais, même le langage, le verlan, tous les trucs qu'on n'avait pas ici. Au milieu, ici, il y avait un espace vide et c'était notre terrain de jeu, c'était notre terrain de foot. On jouait beaucoup au foot. En été, on jouait au foot jusqu'à qu'il fasse nuit, quoi. Donc, tout l'après-midi, jusqu'au soir, on jouait au foot. Ouais, l'été, c'était marrant, il y avait toutes les familles et tout qui revenaient. Il y avait les tournois de foot, tournois de pétanque, tournois de volley, avec la fête, les barbecues de partout. Et on jouait au foot du matin au soir. Est-ce que tu as gardé des traditions de la culture vietnamienne ou conservé des objets liés à cette culture? Mais il y en a un en particulier, c'est une vieille poêle, mais vraiment très très vieille, une petite poêle, où mon père faisait les omelettes avec du gnoc mam et qu'on mangeait avec du pain. Oui, je me rappelle. Ouais, Oui. on fait grille-pain et omelette au gnoc mam et on mange ça à l'omelette baveuse. Et cette vieille poêle qui est vraiment peut-être le truc le plus cancérigène qui est dans ma vie. Et donc ouais, cette poêle-là, et même il y a même des vieilles baguettes qui doivent être imbibées de je sais pas combien de trucs. Les encens aussi, j'aime bien. Et, ouais, les bijoux aussi, j'aime bien aussi les bijoux familiaux, le jade, Ouais. plein de trucs comme ça. Et les vieux vêtements aussi de mon père, des trucs de mon père et de ma mère. Aussi les objets, quand il y a des gens qui meurent ici et qu'il faut vider les maisons, et que je suis prévenu, je récupère tous les vieux trucs que je peux. Hein. Comme un brocanteur. Ouais, parce qu'ils ont plein d'âmes. Ici, on a juste recoupé quelques objets, c'est très matériel. Hein. Les malles que vous voyez ici, on essaie d'en récupérer. Quand on les trouve, ce sont des malles d'origine. C'est avec ces malles-là qu'on fait tout le trajet donc du port de Saigon ou de Hanoï
jusqu'ici en France, à Marseille. Donc ce sont des mâles de famille, des fois qui ont été... moi j'en ai récupéré une dans une brocante un jour. C'est un brocanteur. Je tombe sur cette mâle et puis je vois en plus le nom d'une personne que je connais, qui habitait ici, qui est décédée. Et donc tout de suite, et le maire me dit on l'achète, on la ramène ici. Et le brocanteur, quand il a su pourquoi on voulait la racheter pour la ramener ici, il nous l'a offert. Et il nous a dit cette mâle doit retourner au CAFI. Elle était au CAFI, il faut qu'elle retourne là-bas chez vous. D'ailleurs, je rebondis, je vois que tu portes pas mal de bijoux et de tatouages. Est-ce que tu peux nous raconter la signification de certains d'entre eux ou pas? Ouais. Alors l'espèce de carré rectangulaire, c'est mon premier tatouage que j'avais fait en Thaïlande d'ailleurs avec Julien Martin, donc, qui a grandi ici, que tu connais. Et c'est le camp vu du ciel, mais les anciens baraquements. Et après est venu s'ajouter le château d'eau qui est ici, qu'on voit de loin, qui est un peu emblématique. Et le dragon avec lequel on danse pour chasser les mauvais esprits. Donc là, c'est vraiment le CAFI. C'est ça que vous avez des festivités, donc la fête du Tête est très active ici encore, hein, on le vit pleinement. Le côté culte. En fait, on a un culte, même si on n'est pas bouddhiste, on a un culte des ancêtres. En règle générale, dans chaque famille, on a toujours un autel des ancêtres. On y fait des offrandes régulièrement, donc de fruits, de riz. Lors des grands événements, on y allume des bâtons d'encens et on a aussi la photo donc, de tous nos ancêtres, de tous nos anciens qui sont disparus. Et régulièrement, donc, on se recueille sur l'autel des ancêtres. Et donc, au moment de la fête du Tête, c'est un moment très important, très très fort à ce niveau-là, où on invite plusieurs jours à l'avance déjà nos défunts à venir partager ce moment de fête. Parce que pour nous, ils sont peut-être plus en cette terre, mais ils sont toujours à côté de nous. Est-ce que tu as vu le film Mon père de Jordan? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça a été hyper bien fait. Oui, au niveau des décors, ça a été quand même bien reconstruit. Ouais. Ils ont réussi à faire beaucoup de choses avec les 4 derniers bâtiments. Ouais. Et ça j'ai trouvé. Je me suis dit, mais comment ils vont filmer, mais comment ils vont faire ça? Mais en fait, c'est ça la magie du cinéma à chaque fois, c'est que c'est avec rien, tu peux toujours te débrouiller et ils l'ont bien fait, ouais. Alors, je m'appelle Thomas Roumat, je travaille dans le cinéma depuis 5 années environ et je fais de la déco. D'accord. En quoi consiste votre métier, faire de la déco? À monter les décors. Alors, il y a plusieurs métiers j'ai fait plusieurs métiers dans le cinéma. Alors, comme tout le monde dans la déco, j'ai commencé par la troisième assistant. Donc, troisième assistant, on est sur tous les pôles et aucun à la fois. Donc, on va là où on nous dit d'aller et on participe un peu à tous les pôles de la déco. Donc c'est très très intéressant, très formateur. Et ensuite j'ai fait de la construction, donc vraiment du décor beaucoup en extérieur. Ça peut être aussi du décor intérieur, des appartements. Donc là c'est vraiment divers et varié. J'ai fait du green. Green c'est vraiment là que les espaces extérieurs, végétaux, du calfeutrage, de la modification. Par exemple, replanter des fougères, replanter des arbres. Et j'ai fait Reaper. Reaper, c'est on va dire, c'est le déménageur des décors. Donc, il faut, par exemple, si on a un appartement qui est rempli d'affaires, il faut tout vider, amener nos éléments de décor et tout mettre en place et faire l'électricité. Enfin, tout ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Donc il y a eu le film Mon père qui a été tourné ici, vous avez travaillé dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé le tournage pour vous? Moi sur Mon père, sur ce court-métrage, j'ai fait que la préparation. Donc là, sur la prépa, on a monté des éléments de décor comme ces petits cabanons en extérieur pour cacher, en fait, vu que c'est un film d'époque, on a caché tous les éléments qui étaient trop actuels, qui n'étaient pas d'époque, et on a pour ça fait des boîtes pour calfeutrer les compteurs électriques. On a fait beaucoup d'éléments en extérieur,
Moi, j'ai plus travaillé quasiment sur les extérieurs que sur l'intérieur. À part l'appartement témoin qui est à côté, où là, on a refait tout un appartement en essayant de s'approcher le plus possible de l'esprit de l'époque avec la petite cheminée, le petit poêle au milieu de la pièce, une partie cuisine, une partie couchage avec un lit d'époque qu'on a retrouvé dans le café. Et après, c'était beaucoup de peinture. Donc, on a recloisonné l'appartement pour qu'il, en termes de dimension, il corresponde mieux pour la caméra et les angles, ainsi de suite. Et on a ramené des éléments de décor d'époque, en chinant chez les brocanteurs avec des connaissances. Et ça vous a pris combien de temps environ pour faire Moi, pour la prépa, j'ai été là une semaine. J'ai fait une semaine de prépa en construction. C'est rapide quand même. C'est un court-métrage, donc c'est très très rapide. Sur les courts-métrages, on n'a pas beaucoup de temps de préparation. Donc où est-ce qu'il est après le décor que vous avez Et l'appartement se trouve ici en fait. D'accord. Les entrées, mais voilà. Donc dans l'appartement, pour vous expliquer, on a refait les peintures dans ces teintes-là pour redonner l'esprit qu'il y avait. Et il y avait un lit en acier, un lit style militaire. Il y a un grand évier, quand on rentre sur la gauche, il y a un grand évier blanc, un rectangle qui doit faire presque 80 par 40. Le lit était au fond à droite en rentrant. Il y avait une petite table au milieu avec 4 chaises. J'ai été hyper sceptique au moment où il devait le tourner et dans les idées que ça. J'étais parce qu'en fait, j'aurais aussi tellement voulu que ce genre de truc se passe avant qu'ils détruisent et quand il y avait encore cette ambiance que quand j'étais petit, j'aurais tellement voulu la voir en vidéo dans un court-métrage avec les gens de l'époque et tout, parce que tout le monde était, j'avais l'impression que tout le monde était un personnage à l'époque. Il peut arriver qu'on ait des décors qui arrivent de Paris. Donc là, c'est souvent avec des grosses semis et ça vient des loueurs de cinéma qui sont, la plupart sont sur Paris. Okay. La plupart sont sur Paris et c'est pour des gros décors. Donc long métrage avec pas mal de moyens. Sur des courts métrages comme ça, on s'adapte, on va chez les brocanteurs et on fait beaucoup de récup. Parce qu'il n'y a pas énormément de finances pour les décors, donc on s'adapte, on essaye de faire avec le moins possible financièrement, le plus possible de décors. Après, cette histoire-là, c'est une histoire vraiment du début. Donc c'est pas vraiment la mienne, c'est celle de. Aussi, c'est la mienne de ma génération d'avant. Mais ouais, j'ai été agréablement surpris et j'ai trouvé ça bien. Ouais. En fait, on avait mis du linge sur les. Vaste caméra. Je crois qu'on a scellé aussi des bouts de ferraille qui ressortent. Peut-être que c'est du coup, ça va être un peu éclairé. T'es un poil penché à droite. C'est pas trop Je peux éclairé. le faire parce que j'étais parti, mais à mon avis, parce qu'on avait la problématique de cacher ce. J'arrête de filmer. Je crois que c'est ça. Et justement, comment toi tu as vécu la destruction des anciens bâtiments? Ah ouais, moi j'étais pas content. Hein. Mais bon, après, c'est dans l'ordre des choses. Hein. Il y avait un combat qui s'est mené, mais les gens ils sont fatigués, ils sont pas assez nombreux. Les gens ils sont pas assez politisés. Donc on continue à subir un peu. Après, le camp il était déjà hyper mort à ce moment-là. À partir donc de 2002, la municipalité de Saint-Livrade a pris conscience qu'il fallait rénover, reconstruire ce café, enfin rénover, reloger les gens de façon digne.
Et en 2008, le maire de l'époque, Gérard Zuthion, avait signé une convention donc, de réhabilitation du CAFI avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, donc la reconstruction du CAFI et le relogement des personnes qui habitaient ici. Donc à ce moment-là, les finances, l'État a beaucoup financé donc, cette reconstruction. Le CAFI a été divisé en 3 parcelles. Une parcelle donc, pour 3 bailleurs sociaux, Habitalis, Domo France et Clerciel, à Bordeaux, donc pour reconstruire dans des bâtiments. Et donc avec l'obligation de reloger toutes les personnes qui étaient ici, qui habitaient ici sur le site. Maintenant, ce sont des logements sociaux. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu, on est rentré dans le droit commun. Donc, toute personne éligible au logement social peut postuler pour avoir un logement ici. Mais ce que nous, on espère, la commune, puis même les habitants ici du CAFI, c'est de pouvoir reloger des personnes qui ont eu une histoire ici, qui ont vécu ici, soit un lien direct, parce qu'ils ont grandi ici, ils arrivent à la retraite, ils voudraient revenir sur leurs racines, parce que nos racines en France, c'est Sainte-Livrade. Donc on a été déracinés au Vietnam, mais on s'est réimplanté ici à Sainte-Livrade et nos racines sont ici à Sainte-Livrade. Donc pour beaucoup qui ont quitté Sainte-Livrade pour le travail à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, arrivant à la retraite, des fois, aimeraient revenir habiter ici. Donc à partir du moment où ils sont éligibles au logement social, on essaie de les passer en priorité, même si ce n'est pas une règle obligatoire, je dirais même, ce n'est même pas légal de passer une priorité, mais bon, ils déposent des dossiers, ils sont en concurrence avec d'autres personnes. Mais en règle générale, on essaye, les bailleurs sont conscients de ce problème et essayent donc de pouvoir reloger des personnes ici pour garder la spécificité du quartier. Donc toi, tu aurais voulu qu'il y ait plus d'anciens bâtiments qui soient conservés? Bah, je sais même pas. Hein. Là, il y en a 4 qui sont conservés, il y a un peu encore une ambiance. Mais tous les trucs, tout ce qui est lié à la mémoire, c'est voué à disparaître. Hein. Même les populations qui ont été hyper puissantes, les Égyptiens, les Incas, ou des peuples qui étaient au top à l'époque, bah, ils sont... Au bout d'un moment, ça disparaît, tout disparaît. Et toi, t'en penses quoi de la destruction des bâtiments? Alors moi, je pense que les habitants vivaient quand même dans des conditions insalubres et qu'il fallait améliorer leurs conditions de vie. Mais je rejoins quand même Jérémy en disant que malheureusement, cette histoire, elle est vouée un peu à disparaître. S'il n'y a pas ce devoir de mémoire qui est fait. Et également, il y a un très grand projet ici sur les 4 bâtiments qui restent, qui ont été préservés donc, pour l'histoire, pour la mémoire. Ils ont été inscrits donc, au patrimoine du pays d'art et d'histoire. Donc, ce sont des bâtiments qui sont contrôlés donc, par la DRAC. Donc, il y a un gros projet actuellement avec la municipalité et les différentes associations qui tournent autour du CAFI pour pouvoir donc ici créer dans quelques années un mémorial sur l'histoire du site qui, j'espère, dans les générations futures, ça restera longtemps. Voilà. Mais bon, en vrai, ça s'est fait. Hein. Ça a fait aussi beaucoup de jolis moments. La migration, c'est difficile, mais ça crée aussi beaucoup de métissage et beaucoup de moments. Ça renforce les liens. Ouais, ça fait un truc puissant, même même physiquement, tu le vois, les gens ils sont beaux, quoi. C'est coloré, même dans les moments, et dans la cuisine, et dans plein de trucs, avec rien, tu peux tout faire.